Yo yo yo! La semaine prochaine se déroule un festival que j'affectionne particulièrement, et je dis pas ça parce que j'y serai. C'est le festival coréen du film de Paris. Non. C'est le festival du film coréen à Paris, le FFCP, qui se déroulera du coup du 29 octobre jusqu'au 5 novembre. Donc, venez nous voir. Et petite parenthèse, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, le pouce bleu et à partager autant de fois qu'il le faudra. Sur ce, pourquoi je vous parle du FFCP? Tout simplement parce que j'adore le cinéma coréen, un cinéma qui me tient beaucoup à cœur. Et je trouve aujourd'hui que c'est littéralement la meilleure industrie du monde. Je trouve qu'ils produisent les meilleurs films. Mais attention, ça ne tient vraiment qu'à moi. Et je vais vous le faire à travers 3 réalisateurs. Et du coup, je vais faire comme la vidéo de Scorsese. Je vais prendre 3 films, un pour chaque réal, parce qu'apparemment, on aime bien le chiffre 3 dans Chronique. Les 3 réalisateurs dont on va parler aujourd'hui sont Kim Ji-woon, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Et si vous êtes déjà perdu, vous inquiétez pas, je vais tous les reprendre un par un. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Si vous avez déjà entendu parler d'eux et que vous dites « Oh, pas encore ces 3-là », eh ben si, parce qu'ils méritent qu'on parle encore d'eux, bordel. Parce que si je vous fais une vidéo sur la nouvelle vague, eh ben forcément, il va falloir que je vous parle de Godard, de Truffaut et de Chabrol ou de Romer, en fait. Mais parce que aussi, je trouve que ce cinéma est encore trop méconnu. Et pourtant, il est tellement gage de qualité. Et vous avez sans doute dû tous voir, ou a priori, Old Boy. Et même, j'ai l'impression que The Strangers, il a fait son petit chemin dans les chaumières. J'ai eu que des retours positifs d'ailleurs. Tous les gens avec qui je parlais de The Stranger me disaient qu'il est plutôt cool. Mais dans ce cas-là, en majorité je parle, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas essayer de regarder d'autres films? Après, on peut pas demander à tout le monde de diguer de l'or et de chercher par eux-mêmes. Maintenant, je trouve pas que la France aide aussi à ça. Je trouve que le cinéma coréen est sous-représenté. Et d'ailleurs, le cinéma asiatique en général, c'est encore un cinéma de niche limite, quoi. Alors, est-ce que sous prétexte que c'est asiatique, c'est moins accessible? Et j'ai entendu des gens parler de ce cinéma de cette manière, et en plus en essayant de le vendre comme ça. Mais pourtant, je trouve pas du tout. Il est justement hyper accessible, ce cinéma. Je trouve que c'est littéralement le cinéma américain qui a retrouvé des couilles. C'est beau, c'est esthétique, les histoires sont passionnantes, c'est jusqu'au boutiste et radical. C'est tellement rafraîchissant en tant que spectateur. Ça nous amène à toujours être surpris. Parce qu'ils vont au bout de leurs idées. Si un film doit se finir mal, il se finira mal. Et à l'inverse, si un film se finit bien, eh ben il se finira bien. Et du coup, tous les champs des possibles s'ouvrent. Je peux comparer ça à Game of Thrones, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas peur de tuer des personnages, et peu importe qui, ça nous fait avoir peur pour vraiment tout le monde. Et donc ça nous place, nous, en tant que spectateurs, dans une position inconfortable, mais tellement satisfaisante. On ne peut jamais prédire ce qui arrivera. Le cinéma coréen, c'est pareil. Mais c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est parce qu'ils parlent une autre langue? Je veux dire, au-delà de l'anglais et du français. Parce que c'est vrai qu'à une époque, les gens avaient du mal avec la VO. Ils avaient du mal à lire les sous-titres. Ils préféraient la VF. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, c'est une époque révolue. Donc, il n'y a aucune excuse à pas regarder ces films pour ça. Et il y en aura encore moins quand je vais vous montrer et quand je vais vous expliquer les 3 films. Parce que putain, qu'est-ce qu'ils sont bien! Le premier réalisateur dont je vais vous parler, c'est Kim Ji-woon. Son premier film est The Quiet Family et ensuite Foul King. 2 comédies qui sont pas forcément à l'image de son cinéma ensuite, mais qui restent cool à voir. Il fait un film d'horreur qui s'appelle Deux Sœurs, un what the fuck, le bon, la brute et le cinglé. Et vous laissez pas voir par le titre, le film est fou. Ensuite, j'ai rencontré le diable, qui à l'époque où il est sorti m'a mis une claque tellement énorme que le film il m'a poursuivi pendant un moment derrière. Il a fait un passage éclair aux États-Unis, comme ses compatriotes avec Le Dernier Rempart avec Schwarzenegger. C'est à contre-cœur que je dis ça, hein, mais film oubliable, on va pas se mentir. Même si ça me dérange pas de le revoir, hein, parce que j'aime Kim Ji-woon et Schwartzy aussi. Mais ouah, pas ouf. Hein. Et dernièrement, The Edge of Shadows, sorti en 2018, 2 ans après sa sortie coréenne. À moins que je me trompe, hein, vous me corrigez, mais il est sorti en VOD. Putain, ça me rend fou. Quand je vous dis que la France s'en bat les couilles du cinéma asiatique, sérieux, c'est le dernier film d'un gros réal de Corée, et en plus de ça, c'est un gros et grand film avec des ambitions. Non, balèque, on le sort en VOD. Ok, super. Et c'est aussi le réal de A Bittersweet Life, le film dont on va parler aujourd'hui. C'est un film cher à mon cœur, et de la manière la plus subjective qui soit. Évidemment, le film, je le trouve bien, mais si je le trouve encore mieux, c'est parce qu'il m'a personnellement touché. Et déjà, c'est le 2e film coréen que j'ai vu après Old Boy. Quelle originalité! Et quand j'étais à la Fnac et que je me baladais au rayon ciné-asiate, je voyais toujours cette pochette. Cette pochette-là. Et à chaque fois que je la voyais, elle me parlait. J'aimais la posture du gars, l'image, l'esthétique, la puissance évocatrice que ça m'amenait. Et pourtant, à chaque fois, je la reposais dans son bac. Et un jour, j'ai décidé de me dire, allez, je l'achète, nique. Je l'ai prise. Et putain, la claque. Grosse putain de tarte dans ma gueule. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je plonge dans le cinéma coréen parce que j'étais en train de louper quelque chose. Il est sorti en 2005 et l'histoire suit Sun-Woo, joué par Lee Byung-hun,
un mafieux qui se retrouve à devoir surveiller la petite amie de son chef sous sa propre demande. Il va justement la surprendre avec un jeune étudiant et il va décider de taire leur relation, trahissant le code d'honneur de la mafia au passage, et ça va partir en couille. Autant vous le dire tout de suite, c'est plus qu'un film de mafia. Et c'est d'ailleurs l'une des principales choses que j'aime dans leur cinéma. C'est qu'ils essayent toujours d'aller plus loin que leur intrigue principale de base, de raconter autre chose. A Bittersweet Life est poétique, il est philosophique. Bon, un peu avec des gros sabots, hein, c'est vrai. Et le film est très maniéré, surtout dans sa mise en scène, mais c'est aussi la marque de Kim Ji-woon. Mais la volonté est là, et c'est beau à voir. On va aussi en parler juste après, pour un autre film d'ailleurs. Il va au bout de ce qu'il veut raconter, et surtout de comment il veut vous le raconter. C'est presque naïf à certains moments, mais c'est rafraîchissant aussi. Le film est totalement mélancolique, et le personnage rejoint un peu celui de Kitano dans Sonachin, comme on en parle dans une précédente vidéo. On sent qu'il en a marre de tout, on dirait qu'il est là malgré lui, c'est juste la vie qui l'a amené là. Il joue un personnage qui le fatigue, qui n'est plus lui, et il aimerait s'échapper, mais il peut pas. Et tout ça se reflète dans les derniers plans du film, que je trouve vraiment les plus tristes d'ailleurs, parce qu'à force d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on finit par tomber dans une prison et ça commence à être de plus en plus dur pour en y réchapper. Le film possède des scènes incroyables aussi. Regardez juste cette scène de fight, qui dure longtemps d'ailleurs. Là, je vous en montre qu'un bout, mais les gars se battent avec des palettes. Le mec est tout seul versus une armée, mais on y croit. C'est bien filmé, c'est énergique, ça tue. Et d'ailleurs, le film possède une escalade de la violence assez intéressante. Au début, ils se battent à main nue avec ce qu'ils peuvent, avec des palettes, MDR, pour finir par franchir un pont de non-retour en décidant d'utiliser des guns. Donc regardez Bittersweet Life, bordel, parce qu'en plus de ça, ça peut être un très bon step dans les films coréens de mafia, dans leur esthétique, etc. En tout cas, pour l'instant, nous, on va passer au deuxième réal, et pas des moindres. Park Chan-wook, a.k.a. l'homme avec un grand H. C'est lui qui réalise Old Boy, le film qui va ouvrir le cinéma coréen au grand public occidental, avec lequel il obtient d'ailleurs le Grand Prix à Cannes, donc la récompense juste avant la Palme d'Or, en 2004, présidé par Tarantino en plus. Donc en termes de visibilité, on va pas se mytho, ça booste. Mais on va pas s'attarder sur ce film, je pense que vous l'avez vu, et si c'est pas le cas, ah bah merde. Park Chan-wook a aussi réalisé d'autres films que je vous conseille. Enfin, de toute façon, je vous conseille tous les films, même ceux qui sont considérés un peu moins bons. JSA, la trilogie de la vengeance, avec Sympathy for Mr. Vengeance, ensuite Old Boy donc, et Lady Vengeance, avec une scène de fin incroyable. Je suis un cyborg, Thirst, le film qu'on va aborder aujourd'hui, puis vient son passage américain avec Stalker, film de vampire féministe que j'ai bien kiffé en vrai, mais j'ai jamais revu depuis. Et il revient ensuite en Corée pour faire Mademoiselle, qui pareil, je trouve beaucoup trop cool. Il a aussi fait juste après Thirst un court-métrage de 30 minutes tourné à l'iPhone 4 avec des lenses Canon. Je trouve ça juste marrant à ajouter. Donc, Thirst, c'est sans doute mon film préféré de Park Chan-wook, et même si Old Boy, il a marqué ma vie parce que c'est avec Fight Club, quelle originalité! Le film qui m'a fait commencer une école de cinéma. Petit résumé avant d'attaquer la bête. Thirst est l'histoire d'un prêtre qui décide, malgré l'opposition de sa hiérarchie, de partir en Afrique pour tester un vaccin expérimental contre un nouveau virus mortel, et pouf, c'est un vampire. En tout cas, il le découvre quand il retourne en Corée. C'est intéressant de remettre Thirst dans son contexte d'époque quand il sort, une époque sombre. Parce que quand il sort, il y a des vampires partout, putain de partout. Les super-héros d'aujourd'hui, c'est un peu les vampires d'hier. Et c'est pas que j'aime pas le mythe du vampire, hein. Juste au bout d'un moment, ça cassait les couilles de ouf. Thirst sort en 2009. Donc, bref résumé de la situation. Twilight sort en 2008. La série True Blood commence aussi en 2008. En 2009, Twilight 2, Vampire Diaries commence, Underworld 3, c'est déjà pas mal. En tant que spectateur, quand j'ai appris que Park Chan-wook faisait un film de vampire, je vais pas vous mentir, j'avais le seum. Et c'était complètement bête, hein, mais j'avais un seum de ouf. Et pourtant, quand je l'ai vu, putain, quelle claque! Lui aussi a gagné le prix du jury à Cannes en 2009 et dans le making-of, l'acteur principal, Song Kang-ho, explique qu'on lui a dit que c'était le premier film de vampire nominé à Cannes et que rares sont les films de genre à être nominés. Et il était amusé de voir que pour les occidentaux, Thirst est un film de genre quand les critiques coréennes ont qualifié ce film d'auteur et un produit destiné à Cannes. Cette petite anecdote montre mine de rien que le fait que ce genre de film soit fait par des Coréens déjà change les perspectives et l'approche de l'histoire et du mythe en lui-même. Park Chan-wook prend justement à contre-pied tout ce qu'on voyait à cette époque autour du mythe du vampire, à l'instar d'un Morse d'ailleurs. Alors, après, est-ce que c'était en connaissance de cause qu'il a fait ce film? En tout cas, le contexte le veut et ça en devient un film encore plus intéressant. Ce qui est sûr, c'est que les marketeurs, eux, ils ont pas loupé le coche. Hein. Et je vais vous montrer l'affiche parce que c'est symptomatique de ce bordel. Et je sais qu'on fait ça souvent, mais j'avoue, j'adore faire ça, mais là, franchement, on n'avait pas le choix. Parce que, regardez ça, ok? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Putain, exactement. T'as capté direct. T'as vu ou pas? Tu vois que c'est Twilight? C'est exactement pareil l'affiche. On est d'accord? Et tu vois, ce qui est ouf en plus, c'est que moi, je l'avais pas vu comme ça. Je l'ai vu parce qu'après, je regardais les affiches de Twilight pour ça. C'est exactement la même affiche. Genre, il a la même position que lui, elle a la même position qu'elle, juste lui, il a un peu de sang,
Là, il y a une lune et du rouge, je sais pas pourquoi, ça veut rien dire dans le film. Les gars t'ont putain de repomper l'affiche de Twilight. Alors que les films, c'est le jour et la nuit. Et d'ailleurs, la vraie affiche, c'est celle-là. Tellement plus intrigante et inspirante. Putain, même le sous-titre que j'aime pas d'ailleurs, hein, Thirst, ceci est mon sang, ils l'ont changé. Il y a marqué « L'amour est éternel ». Putain, je suis abattu. C'est même pas le propos du film en plus. C'est incroyable. Pascal Laugier, un réalisateur français, explique que pour qu'un genre soit fort, faut qu'il soit économiquement fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, pour qu'il y ait un Thirst, il faut qu'il y ait 1000 films de vampires derrière qui soient bons, moyens ou mauvais, rapportent de l'argent. Il faut donc se servir de la force économique du moment pour créer sa propre vision. Et qu'il le veuille ou non, Park Chan-wook le fait, il slide complètement sur le phénomène pour créer une œuvre puissante, intime et pleine de profondeur. C'est pas parce qu'un film veut surfer sur un genre qui marche qu'il faut se bloquer. Comme ce que j'ai fait moi-même hein, d'ailleurs à l'époque, dans une certaine mesure. Exemple très récent, les super-héros. Il y en a partout. Et là, il y a The Boys qui sort. On pourrait se dire, oh putain non, pas encore, il nous casse les couilles. Mais au final, quelle série! Pareil, ça prend un contre-pied tout ce qui s'est fait avec le MCU et en général d'ailleurs. Là, les super-héros, c'est des Royal FDP. Et c'est génial. Tous les films, même ancrés dans un contexte, sont indépendants. Ça reste des œuvres à part entière. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il prend un contre-pied le mythe? Déjà, le personnage principal est un prêtre qui devient un vampire. Là où les prêtres sont ceux qui chassent les vampires normalement. Ça implique qu'il ne veut pas tuer. Et d'ailleurs, même la façon dont il boit le sang est différente. Normalement, un vampire, ça lâche un croc dans la chair. Alors que dans Thirst, ils font d'abord une entaille dans la peau et ensuite ils boivent le sang. Mais c'est aussi et principalement une histoire d'amour. Et la construction du personnage féminin aussi est hyper intéressante. C'est une merde au début. Puis quand elle devient vampire par le biais du prêtre, avec ses pouvoirs qu'elle a gagnés, c'est comme une revanche sur la vie. Mais la meuf finit par trop partir en couille et il a engendré quelque chose qu'il regrette. Tout lui échappe. Elle se retrouve à être ce qu'on peut attendre d'un vampire, quand justement lui essaye d'être plus que ça. Sans surprise, Song Kang-ho est dément dans le rôle. Mais elle, Kim Ok-bin, pouah, mais ce qu'elle joue bien. Elle a un charisme qui déchire l'écran. Elle projette un truc, elle est fascinante. Je vous parlais de jusqu'au boutisme avec deux critères qui sont principalement le scénario et la façon dont il montre les histoires. Et même si Thirst remplit ces deux critères-là, il est surtout impressionnant par sa mise en scène. Que ce soit lorsqu'il saute de toit en toit ou dans des endroits fermés. D'ailleurs, le film est assez exigu, on est souvent en intérieur et pourtant ils arrivent à dynamiser les scènes. Prenez celle-là par exemple. Lorsque le prêtre rentre pour la première fois dans la famille, ils évitent tous les écueils de base de champ contre champ. La caméra, elle se balade, elle vogue au gré du vent. Non, mais c'est pas anodin. Ils ont filmé tout le film de manière complètement improvisée. En gros, le chef opérateur sur le plateau, directement sur le plateau, regardait les répètes des acteurs et il improvisait les mouvements de caméra en conséquence. Mais c'est juste fou. Ça paraît tellement inconcevable normalement. Enfin, faut pas oublier qu'un film, c'est beaucoup d'argent. Oser se permettre d'improviser des mouvements de caméra, c'est juste taré. Sur des films de cette ampleur, hein, évidemment, il y a des réals qui travaillent comme ça, mais en général, c'est sur des films d'auteur ou des films à plus petit budget. C'est pas... Et puis la plupart du temps, c'est des films faits avec la caméra portée. C'est pas des films réalisés avec deux caméras, l'une sur une grue et l'une sur une dolly, en fait. Il explique d'ailleurs que ça laissait les acteurs complètement libres de leurs mouvements, parce que pour une fois, c'est pas eux qui s'adaptaient à une caméra, c'est la caméra qui s'adaptait à eux. Ça vient aussi du fait qu'il a un complexe, et il aime pas les plans fixes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mouvements de caméra. Et en l'occurrence, pour Thirst, il a utilisé ses meilleures techniques pour que la caméra soit la plus fluide et la plus discrète possible. Bon, parfois ce jusqu'au boutisme va évidemment un peu loin. Ce genre de plan sur de la peau là, un peu kitschouille, c'est pas ouf ouf. Mais c'est pas grave. Parfois, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et quelle équipe de choc! Je vais faire appel à ma pote coréenne pour qu'elle dise les prénoms parce que là ça va être un peu compliqué sinon. Le chef opérateur qui s'appelle Jang Jong-hoon, c'est le même que Old Boy, 3 extrêmes pour le segment réalisé par Park Chan-wook, Lady Vengeance et Je suis un cyborg. Puis ensuite il a fait Stalker, New World, Mademoiselle, Me and Earl and the Dying Girl, qui est un film beaucoup trop bien. Et la musique est composée par Cho Young-woo, qui pour faire simple a quasi composé la totalité des films de Park Chan-wook. Et waouh, ce que la musique me fracasse dans Thirst. Dernier petit détail, Thirst est librement inspiré de Thérèse Raquin de Zola. Cocorico! Donc si vous aimez les films de vampires, voyez Thirst. Si vous aimez les histoires d'amour, voyez Thirst. Et si vous aimez les films coréens, voyez Thirst. Et si vous aimez rien de tout ça, voyez Thirst quand même, putain! Passons au troisième et dernier réalisateur, Bong Joon-ho, aka le boss du game. Barking Dog, son premier film, représente pas trop son cinéma, mais reste cool à voir. Sinon, quasi tous ses films sont des bijoux. Memories of Murder, The Host, Mother, et dernièrement, il a fait parler de lui avec Parasite et sa Palme d'Or à Cannes. Lui aussi a fait un passage américain, sans doute le plus réussi des trois, avec Snowpiercer, et je trouve moins réussi avec Okja. On a beaucoup hésité entre parler de The Host et de Mother, et on a décidé de parler de The Host. Parce que Mother, on le fera plus tard, et parce que juste... c'est un chef-d'œuvre.
Rien à foutre. Le film est sorti en 2006 et l'histoire est tirée de faits réels. Ça se passe à Séoul et l'armée américaine possède encore une base là-bas et un militaire a eu pour ordre de verser un produit toxique dans les rivières Han et le film crée un monstre issu de cette pollution qui vient foutre le sbeul à Séoul. The Host a été un phénomène en Corée. Plus de 20% de la population ont vu le film. Et même si c'est un petit pays, le chiffre reste hallucinant. Je vais rentrer directement dans le sujet. The Host est aussi un chef-d'œuvre. Il y a 5 films dans le film. Il commence comme une satire sociale et une comédie, puis devient un film de monstre, pour devenir un film de contagion et finit comme un film d'action. Toutes ces étapes par lesquelles il passe, tous ces genres, ils s'enchaînent avec une telle fluidité qu'en tant que spectateur, on ne remarque pas forcément ces changements de ton et de rythme. Et c'est une chose tellement dure à faire. C'est un exploit de réussir à fluidifier les changements de rythme sans être décontenancé. Et on vous en parlait d'ailleurs dans Vivre, dans la vidéo précédente. Et ce film est une leçon de cinéma et il devrait être étudié dans chaque école. Oui, rien que ça. Mais ce dont on veut vous parler aujourd'hui avec ce film, c'est son sujet principal, le monstre. Comment réussir à personnifier et comment réussir à introduire le monstre dans une histoire. En tant que spectateur, c'est vrai qu'on se pose pas souvent cette question, mais aussi peut-être parce qu'on a l'habitude de voir des films de monstres maintenant. Donc on est habitué à quelque chose, et puis en plus chaque genre répond à des codes. Donc même inconsciemment, mine de rien, on attend de voir comment ces codes vont être utilisés. Donc ça reste des questions importantes. Parce qu'en tant que réalisateur, la première fois que le spectateur va voir ton monstre est déterminante. Tu veux qu'il ait peur ou qu'il ait de la peine. Enfin en tout cas, tu veux forcément créer une émotion chez lui. Ça va quand même être le pilier de ton film. Mais surtout, ce que tu veux, c'est qu'il y croit à ton monstre. Là, c'est toujours les personnages qui voient le monstre avant nous. Donc on vit la découverte du monstre au travers de leur regard. Regardez comment Bong Joon-ho introduit son monstre. D'abord, le fameux virus versé dans la rivière. Ensuite, des pêcheurs découvrent un tétard, la bête le mord, ok. Et puis un mec veut se suicider, il dit « En bas, il y a quelque chose de noir et immense ». En 5 minutes, seulement 5, Bong Joon-ho explique comment il a été créé, qu'il est dangereux et qu'il a muté. Le titre apparaît, on sait déjà que le monstre est adulte, pourtant on l'a jamais vu encore, mais les personnages, eux, l'ont vu. Ok, on continue. Là, c'est la foule qui voit un truc au loin. Puis enfin, c'est à nous de le voir. De loin encore. On revient sur les personnages. Blablabla, c'est quoi, blablabla. Hop, plus gros plan, le monstre plonge. Déjà, premier point, on a déjà vu à quoi le monstre ressemblait, mais on y revient. Ensuite, ils le nourrissent dans l'eau. C'est d'ailleurs le personnage principal qui jette la première canette, le monstre l'attrape, alors tout le monde pense que le monstre c'est une poubelle, donc il jette tout et n'importe quoi. Le monstre finit par se barrer, les personnages commencent à s'en aller, et encore une fois, c'est d'abord le personnage qui voit le monstre avant nous. Mais qu'est-ce qu'il voit? Contre-champ, le monstre court vers eux, et là s'enchaîne un magnifique plan séquence, et bim, on est déjà dedans. Le monstre est déjà là, on le voit en entier, c'est le bordel. Bref, je vais m'arrêter là. Alexandre Aja, un autre réalisateur français, explique que aux États-Unis, aujourd'hui, dans l'industrie, en fait, ils ont un espèce de dicton qui est « less is more ». Moins on montre, mieux c'est. Et c'est une espèce de maladie attrapée avec les dents de la mer, parce qu'en fait, ils avaient eu des problèmes avec le requin, donc Spielberg a décidé de ne pas montrer le requin. Et donc maintenant, ils estiment que moins on montre, mieux c'est. Mais enfin, c'est un peu débile. Enfin, je veux dire, c'est pas une règle absolue en soi. Lui, Alexandre Aja, il le définit comme l'ennemi du cinéma aujourd'hui. Après ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais en tout cas, Bong Joon-ho dans The Host, lui, bat les couilles, il montre tout direct. Et la deuxième question, c'était comment le personnifier. Parce qu'en soi, un monstre, aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Donc comment tu le rends crédible dans ton univers? Le Nakatomi Plaza dans Die Hard, le train dans Unstoppable, etc., etc. Et là, en l'occurrence, le monstre de The Host. Comment personnifier quelque chose d'imaginaire ou de non-vivant? Pour ça, il faut créer des règles et un cadre dans ton univers. C'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il doit pas être cohérent avec le monde ou en tout cas avec l'histoire dans laquelle il évolue. Parce que sinon, comment y croire? Et il n'y a rien de pire pour un film qu'un spectateur qui croit pas au monstre. Petite anecdote, Mathieu, mon co-auteur, il est parti voir ça 2 au cinéma, et à un moment dans l'histoire, t'as un mec qui l'enfonce quelque chose dans le crâne d'un monstre, ok? Le monstre il meurt pas. Et là, t'as un mec dans la salle, il commence à dire « Ouais, mais pourquoi il est pas mort? C'est pas normal. » Comment tu peux déduire que c'est pas normal qu'il soit pas mort? Enfin, c'est un monstre. Au final, c'est pas de sa faute, c'est de la faute du réal. Ça veut dire qu'il a pas réussi à créer les règles et les codes autour de son monstre et de son univers pour crédibiliser le fait que le monstre soit pas mort. Sur ce, The Host, c'est de la bombe. Voilà pour les 3 réalisateurs et les 3 films. Évidemment, le cinéma coréen, c'est pas que eux et il est bien plus différent que le cinéma de genre dont j'ai parlé ici. Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, Lee Kwang-taek, Lee Chang-dong, etc. Mais dans le même style, je peux aussi vous recommander A Dirty Carnival, Breathless, New World, Blood Island, The Man from Nowhere, Frères de sang. Et vas-y, je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà beaucoup d'infos et beaucoup de films à voir. On reviendra sans doute sur certains de ces films, ce serait dommage de ne pas en parler. Je faisais chier tout le monde en cours avec le cinéma coréen, à chaque fois j'en parlais, et un jour il y a une pote qui m'a envoyé un texto, on avait fini nos études,
Et elle m'a envoyé un texto en me disant « Eh, au fait, avant, quand tu parlais de cinéma et tout en cours, à chaque fois, le cinéma coréen, c'est des blablabla. Et puis là, je viens de voir la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook et j'ai pris une putain de claque. Et waouh, ce message, il m'a fait grave plaisir. Et c'est justement ça que j'aimerais vous partager. C'est n'hésitez pas, plongez-vous dans le cinéma coréen. La tête la première, faites un énorme plat dedans, même s'il faut. Parce que franchement, ce cinéma, il tue. Je vous ai fait la sainte trinité coréenne des réalisateurs, mais je pourrais très bien en faire une sur les acteurs aussi. Tellement Lee Byung-hun, Choi Min-sik et Song Kang-ho, ils sont importants, voire indissociables du succès et surtout de la qualité de ces films. Au FFCP cette année sont d'ailleurs invités Kim Ji-woon et Song Kang-ho, bordel, qui est franchement l'un des meilleurs acteurs de sa génération, tout pays confondu. Je voudrais juste conclure sur un petit truc. Dans leur film, il y a beaucoup de combats à main nue, avec des battes, des couteaux, un marteau. Il n'y a que rarement des guns, et ça c'est parce qu'en Corée, le contrôle des armes est très strict. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont adapté leur cinéma à leur culture. Et ça, c'est tellement important. Là où malheureusement certains films français, ceux-là sont joués à l'américaine et ça sonne faux. Et en plus de ça, ça donne une nouvelle énergie au film. Comment on vit les histoires, mais aussi à comment en tant que scénariste, on les écrit ces histoires. Parce qu'un personnage avec une arme à feu, c'est pas le même pouvoir que s'il se retrouve avec un marteau. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine dans Pourquoi il faut regarder The Chaser de Na Hong-jin.